Bonjour, bon après-midi. Merci tout le monde vous être joints à nous pour cette séance sur l'entretien saisonnier d'une habitation. J'aimerais souligner que cette séance a été parrainée généreusement par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Merci à eux et merci à ceux qui se sont joints à nous. Au lieu de suivre les Jeux de hockey des femmes, des Jeux olympiques. Donc, merci pour ceci. Et puis, si vous pouvez mettre votre microphone en sourdine pendant la présentation, il me ferait plaisir de prendre des questions à tout moment, mais veuillez juste vous mettre en sourdine pour ne pas avoir du bruit. Merci. Donc, entretien d'une habitation. En entretenant leurs habitations de façon proactive, les occupants peuvent avoir un environnement de vie sûr et confortable et s'éviter des réparations coûteuses si les réparations ne sont pas faites. Un bon entretien du parc de logement est vraiment important avec le manque de logements à travers le pays et pour les communautés de Premières Nations. Si vous allez remplacer des unités à chaque année versus ajouter d'autres unités neuves, vous n'allez jamais arriver à ce point où on va traiter le problème de manque de logement. Le temps est crucial, comme c'est relié à l'entretien de maisons. Et être proactif peut vous aider à vous assurer qu'un petit problème ne va pas dégénérer en quelque chose de plus dispendieux. Une petite fuite qui pourrait être réparée en quelques minutes pourrait se transformer en un problème de moisissure importante si c'est pas traité. Si vous pouvez entretenir le parc de logements présent autant que possible, vous n'allez pas avoir à remplacer des unités. Vous pouvez travailler vers l'établissement de nouvelles unités et traiter le problème de manque de logement. Donc, sécurité et prévention des incendies, ça c'est quelque chose de très important pour moi et c'est pertinent, peu importe la saison, et c'est là pas ça que je voulais commencer. Peu importe si c'est un 3,5 ou bien une maison indépendante avec plusieurs étages, plusieurs salles euh, à coucher, la prévention des incendies devrait être notre première priorité, non seulement pour l'entretien de la maison, mais pour la sécurité des habitants. Donc, les détecteurs de fumée et monoxyde de carbone devraient être testés à chaque mois. Avoir des détecteurs de fumée bien installés doivent être bien faits selon le code. Et ça, c'est la première étape. Les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée doivent être testés chaque mois pour s'assurer qu'ils sont fonctionnels. S'il y a une urgence, la chose la plus facile, c'est de choisir le premier jour du mois. Donc, le 1er mars s'en vient. Donc, c'est le temps parfait de contacter tout le monde dans la communauté et s'assurer qu'ils vont tester leur détecteur de fumée ce jour-ci. Aussi, on va en parler, mais il faudrait avoir des plans d'évacuation. Donc, il faut tester les détecteurs, mais aussi s'assurer que les occupants savent comment réagir en cas d'urgence. Ça, c'est aussi important. Si c'est la première fois que quelqu'un va entendre une alarme, c'est pendant une urgence, peut-être cette personne ne va pas réagir de la bonne façon sécuritaire. Donc, les détecteurs de fumée en tant que tels doivent être testés et entretenus. Ça pourrait être une unité avec pile ou bien avec une corde, avec une pile de urgence ou ça pourrait avoir une pile intégrée. Si c'est une pile intégrée, on ne peut pas la remplacer. La batterie va durer pendant 10 ans et puis c'est la fin de durée de vie de l'unité. Si votre communauté va inspecter les unités locatives de façon annuelle, je vous recommande de saisir cette occasion pour tester les détecteurs de fumée et remplacer les piles.
De façon générale, si le détecteur fait le son comme un oiseau, euh, chaque 30, 45 secondes, ça c'est un indice que le pile devrait être remplacée. Si le son continue, après le remplacement de la pile, l'unité en tant que telle doit être remplacée. En remplaçant un détecteur de fumée, vous devez vous assurer qu'ils sont compatibles les uns avec les autres. S'ils sont interconnectés, ils devraient être compatibles afin que si un est activé, les autres vont s'activer aussi. Les détecteurs de fumée et monoxyde de carbone ont une durée de vie entre 7 et 10 ans, dépendamment du fabricant ou modèle. Après cette période, il n'y a vraiment aucune garantie que le détecteur va fonctionner en cas d'urgence. Si vous retirez le détecteur du plafond, regardez en derrière. Il y a la date de fabrication du détecteur ou bien la date où le détecteur devrait être remplacé. Ça, c'est la date de fabrication et pas nécessairement la date d'installation. Donc, un détecteur de fumée qui date de 12 ans pourrait toujours fonctionner. Vous allez le tester, ça fonctionne toujours, mais sa durée de vie prévue est terminée et ça devrait être remplacé. Ma recommandation, c'est que si vous allez remplacer un détecteur de fumée à cause de son âge, remplacez le tout. S'il y a 5 ou plus, remplacez le tout dans plusieurs unités à chacun et assurez-vous que tout le monde est en sécurité. Avec les tests des détecteurs de fumée, il y a le plan d'évacuation. Assurez-vous que les occupants ont un plan d'évacuation. Ils doivent mettre à l'essai leur plan d'évacuation. Il y a tellement d'exemples disponibles. Votre responsable de la région pour les incendies devrait avoir certains gabarits au modèle que la famille pourrait utiliser pour établir leur plan d'évacuation. Et ça contient toutes les lignes directrices. C'est tellement mieux d'inclure tout le monde qui est dans le domicile, donc les aînés, les enfants. Il faudrait que le plan inclue les animaux de compagnie. Incluez les enfants en concevant le plan d'évacuation. Donc, les gabarits, normalement, ont des couleurs. Donc, ça pourrait être une activité intéressante pour inclure tout le monde. La chose importante à retenir, c'est que si quelqu'un entend l'alarme pendant une urgence, on ne peut pas garantir comment ils vont réagir. Donc, on va parler de l'entretien de l'habitation. Donc, merci tout le monde d'avoir terminé la sécurité et prévention d'incendie. Ça, c'est important pour moi. Donc, j'ai préparé une présentation pour parler de l'entretien qui pourrait être fait à chaque saison. Donc, la prochaine saison qui s'en vient, c'est le printemps. Donc, j'ai pensé que on pourrait commencer par là. Moi, j'attends le printemps impatiemment. Donc, l'entretien au printemps d'une habitation, ça dépend bien sûr de la conception de la maison ou l'unité, mais la chose importante, c'est de vous assurer que la pompe de puiseur fonctionne correctement avant le dégel printanier. Vérifiez que le tuyau d'évacuation est bien raccordé et permet à l'eau de s'écouler loin du bâtiment. Assurez-vous que la pompe va s'activer, ça ne va pas bloquer et c'est bien soutenu et ça va vraiment pomper l'eau à l'extérieur de la bonne façon.
Le printemps, ça c'est le jeu le plus important pour la pompe, le jeu pour gagner la médaille d'or. C'est un temps important pendant l'année lorsque votre pompe de puisard doit vraiment être là et commencer à faire son travail de façon efficace. Si vous comptez que ça va fonctionner, parce que ça a fonctionné l'an dernier, ça pourrait défaillir et ça pourrait être très dispendieux de faire les réparations après. De nouveau, ça dépend vraiment si vous avez un sous-sol, puis peut-être un vide sanitaire. Peut-être vous n'avez pas de pompe ou de puisard, mais si vous l'avez, assurez-vous que ça fonctionne. Si ça fait du bruit, ça fonctionne tant que ça fait son job de façon efficace. En plus du fonctionnement de la pompe de puisard, il y a aussi les vidanges. Il y a ici des régions qui sont un peu basses où il va y avoir une certaine accumulation d'eau qui ne sont pas loin de la habitation. Donc, si la pompe fonctionne et puis ça va jeter l'eau à côté de la maison, c'est juste que vous êtes en train de recycler la même eau et c'est jamais efficacement euh, loin du domicile. Donc, si vous allez avoir un ensemencement de gazon et plantation, assurez-vous que l'eau est loin de la fondation, aussi loin que possible. Ça, c'est typique de voir quelques années après l'établissement d'une maison et dépendamment des matériaux utilisés, peut-être ça c'est un peu tassé et puis il y a certaines parties qui sont plus basses. Donc peut-être il faudrait mettre plus de boue ou de sol ou bien faire des tuiles sur toute la région. De nouveau, avec l'égouttement des eaux, il y a aussi les descentes pluviales et dalles d'égouttement. Donc, si vous avez des gouttières connectées à des descentes pluviales, vous devez vous assurer que ça ramène l'eau bien loin de la fondation. Vous avez bien les évacuations et vous devez vous assurer que l'eau est loin de la fondation et je recommande au moins un rallonge de 5 pieds. Ça va être celle-là. Je viens de voir une question dans le clavardage si la présentation va être disponible. Oui, je vais m'assurer que tout le monde va la recevoir et y avoir accès. Donc, la rallonge, c'est là. Clairement, c'est là, ça montre comment ça descend directement, mais sur une dalle d'égouttement, mais l'eau ne va pas s'évacuer loin. Donc, il faut s'assurer que c'est loin du bâtiment. Si vous êtes capable de le faire, donc ici, c'est un scénario où les rallonges de descente pluviale sont sous la terre. Donc, ça dépend de la conception, mais la recommandation en général, c'est que, en fait, moi, je trouve que beaucoup de fois, on va les retirer pour couper le gazon, puis on va pas les remettre. Et il y a cette eau qui va s'accumuler directement à côté des fondations. C'est vraiment pas le meilleur scénario. Vous pourriez avoir une infiltration potentielle d'eau et potentiellement des réparations sérieuses à faire. Donc, dans le meilleur des cas, vous devez avoir une rallonge et ça va être la dalle d'égouttement pour prévenir l'érosion du sol et s'assurer que l'eau est bien égouttée loin de la maison.
Aussi, pendant le printemps, et peut-être ça pourrait être la première fois que vous allez regarder le toit ou le revêtement externe pour vous assurer que s'il y a des dalles qui manquent ou des parties du revêtement qui se sont détachées, il faut les remplacer lorsque la météo le permet. Si jamais vous avez un toit qui a été installé vers la fin de l'hiver ou la fin de l'année, vous pourriez perdre des bardeaux avant que le soleil ait eu la chance de s- sécher le toit. Donc, si vous avez un toit qui a été installé à la fin de l'année et que vous avez perdu certains bardeaux, vous devez faire certaines réparations. Aussi, s'il y a des parties du revêtement externe qui manquent, vous devez les réparer et s'assurer que c'est étanche à l'eau. Si jamais vous voyez des bardeaux comme à gauche ici, donc en général, ça c'est trop tard pour les entretenir. Il faut les réparer ou remplacer. Donc, si vous avez un scénario où il y a une fuite visible de l'intérieur, il s'agit ici de absolument remplacer ces bardeaux au lieu de réparer certains endroits. Si votre toit ressemble à ceci, le meilleur temps pour le remplacer, c'était probablement il y a quelques années. Et la deuxième meilleure option, c'est maintenant. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Ça se sent les gouttières connectées aux descentes pluviales qu'on a vues avant, ils pourraient être remplis de débris ou se détacher, par exemple, s'ils sont remplis de gel ou de neige, ils pourraient se détacher et devraient être réinstallés avec la bonne courbe afin qu'ils puissent bien évacuer l'eau. Ici, on voit certains dommages au revêtement extérieur. Et ça devrait être en général remplacé. Dépendamment du matériel du revêtement, il y a une méthode où on pourrait remplacer certaines portions du revêtement au lieu d'avoir à refaire tout le mur. En général, c'est que si vous pouvez trouver la même couleur du revêtement et vous pouvez remplacer cette pièce endommagée. En général, la nouvelle pièce ne va pas avoir exactement la même couleur qu'une ancienne qui a été exposée au soleil pendant plusieurs années. Donc, en général, ce que j'ai vu, si vous avez une région dans une partie de la maison qui n'est pas visible, vous pourriez prendre partie du revêtement de l'arrière, le mettre en face et puis mettre les nouvelles pièces en arrière. Si c'est pas trop visible, il y a une certaine compétence et expérience requise pour remplacer certaines pièces du revêtement, mais c'est une option toujours valide. Si vous êtes assez chanceux d'avoir un système de climatisation, c'est sûr que le printemps, c'est la bonne saison pour vous assurer que c'est opérationnel et ça va fonctionner lorsque vous en aurez besoin. Quelque chose que je vois souvent, c'est qu'il y a une pompe qui va faire entrer l'air. Ça ressemble beaucoup au système de climatisation, mais
Bien sûr, ils sont conçus pour être laissés à l'extérieur, donc pas besoin de les couvrir ou protéger, mais de nouveau, ça va dépendre de l'installation. Donc, si vous avez une pompe pour l'air qui ressemble à ceci, c'est sûr que c'est pas quelque chose que vous allez couvrir pendant l'hiver. Normalement, ça va fonctionner pendant l'hiver, alors que le clim ne fonctionne pas, bien sûr. Si vous avez des robinets externes, euh, dès que le danger de gel est passé, il est sécuritaire d'ouvrir ces valves. C'est important d'ouvrir et de fermer la valve au cours de l'année, juste pour vous assurer que ça fonctionne bien. Une valve qui n'est pas utilisée peut-être ne pourrait pas se fermer et retenir l'eau lorsque vous en aurez besoin. Donc, c'est important de vous assurer que ça peut arrêter l'eau et se fermer et ça va pas faire une fuite lorsque c'est ouvert. Ça pourrait être dans un vide sanitaire, au sous-sol, sous l'évier de la cuisine, donc dépendamment de l'emplacement et l'installation. OK, l'été. Maintenant que nous avons terminé le printemps, il y a l'été et certaines des choses auxquelles on pourrait penser, c'est si par exemple vous avez des tuyaux en cuivre au sous-sol ou vide sanitaire, il faut vérifier s'il y a de la condensation et condensation versus des fuites. Et puis vous devez juger c'est lequel. Une petite fuite pourrait être considérée par erreur une condensation, mais il devrait être traité de façon différente. Si vous avez de la condensation, en général, vous pouvez juste réduire le niveau d'humidité ou installer des tuyaux qui vont euh, être ajusté. Donc, s'il y a une fuite, c'est sûr que vous devez le réparer afin de vous assurer que vous connaissez la différence entre les deux. Une petite fuite, normalement, ça va s'empirer avant que ça devienne mieux. Et si vous avez un drain de plancher ou sous-sol ou vide sanitaire, c'est toujours important de vous assurer qu'il y a de l'eau qui, qui entre dans ce drain de façon régulière. Peut-être qu'il y a une fournaise ou un condenseur de HIV. Donc, il faut s'assurer que l'eau est remplie. Si il y a une odeur qui sort de ce drain, euh, il se peut que c'est sec, il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Donc, il y a les gaz de l'égout qui en sortent et ça, c'est qui pourrait sortir d'un drain s'il n'y a pas de l'eau là-dedans. La même chose s'applique pour toute installation, peut-être au sous-sol. Donc, s'il y a un baignoire ou une douche, salle de bain secondaire, jamais utilisée, s'il n'y a pas de l'eau qui entre dans ces ouvertures, donc l'eau qui est à l'intérieur va s'évaporer et vous pouvez sentir certains gaz des égouts qui en sortent. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans ces ouvertures-là. Donc, si vous avez une certaine installation au sous-sol, dans la salle de bain du sous-sol,
et il y a une odeur. Ça pourrait être un problème de plomberie ou bien le siphon. Mais si c'est moins commun, donc en général, juste une petite quantité d'eau pourrait résoudre ce problème. Si vous avez le filtre à Sharpie d'une sécheuse, moi je ne sais pas pourquoi c'est pas fait après chaque utilisation de la sécheuse. Ici, vous voyez le filtre à Sharpie. Donc, en utilisant la sécheuse, toute la Sharpie va s'arrêter là pour ne pas aller dans le tuyau d'évacuation. Donc, il faut ouvrir cette partie-là pour la nettoyer. Si vous allez faire sortir le filtre, donc dans le cas de ma sécheuse, vous pouvez le faire avec, par exemple, un aspirateur. Vous pouvez le mettre à l'intérieur là et faire sortir tellement plus de charpie. Je peux pas dire que personnellement, j'ai jamais utilisé des outils comme vous voyez là, mais vous allez absolument avoir une accumulation de charpie dans ce tuyau-là. Donc, c'est très important euh, de le nettoyer et de bien le réinstaller après l'entretien. Ça devrait être le plus court possible afin de vous permettre d'y accéder. Si c'est à 10 pieds, n'avez pas besoin vraiment d'utiliser les 10 pieds. Donc, le plus court possible, le plus court, c'est ce tuyau et c'est plus sécuritaire et il y aura moins d'accumulation et aussi votre sécheuse va mieux fonctionner. L'été, c'est un bon moment pour vérifier tout calfeutrage ou coupe-fois endommagé à l'extérieur. Donc, si vous avez ce calfeutrage autour des fenêtres, des portes ou toute autre ouverture à travers le revêtement externe, donc c'est très important en remplaçant le calfeutrage qu'il faut vous assurer que le calfeutrage qui est craqué ou sèche, c'est bien retiré, toute la région est bien nettoyée et puis un nouveau calfeutrage externe ne va pas coller à un calfeutrage qui est sec. Donc, juste mettre du calfeutrage sur l'ancien, ça ne va pas fonctionner. Il y a toutes sortes d'outils pour le retirer, donc vous pourriez ainsi installer, mettre le calfeutrage le plus beau. Peut-être que ça va pas être le plus beau au monde, mais tant que ça va rendre la maison étanche, ça c'est ce qui compte. Donc, c'est sûr, pour ce qui est à l'extérieur, vous devez vous assurer que le calfeutrage que vous utilisez à l'extérieur, c'est le bon type pour l'extérieur. C'est pas tous les calfeutrages qui sont les mêmes. Donc, ça doit être un qui est adapté pour l'extérieur. S'il y a des plantes ou des arbres à côté, euh, tout près de la maison, c'est une bonne idée de les enlever. On voit ça sur la diapositive ici. Un arbre de cette taille, les racines peuvent endommager les fondations. euh, et donc, il faut avoir un système septique. En fait, s'il y a un système septique, ça peut faire beaucoup de dommages. Et en proximité
de la maison, de l'édifice, des fondations en général, plus l'arbre est grand et plus il a des risques de dommages aux racines. Donc, la meilleure idée, c'est vraiment de les enlever, tout simplement. Alors, l'automne, on a déjà fait une séance sur l'entretien des ventilateurs de récupération de la chaleur. Donc, on a une présentation là-dessus. Elle est sur YouTube. Donc, tout le monde a accès. Mais il est très important à l'automne de s'assurer que les fournaises, que les filtres de la fournaise sont remplacés, que le HRV lui-même est propre et bien entretenu, les filtres sont nettoyés, tout est en bon ordre. Euh, donc, pour les filtres de la fournaise, il faut les remplacer à chaque saison. Donc, en fait, tous les quelques mois, il faut remplacer les filtres. À l'automne, pour nous tous, en Ontario en tout cas, au Canada, on peut dire euh, que la fournaise elle-même, c'est là qu'elle va fonctionner le plus. Donc, c'est le moment de s'assurer qu'elle travaille bien, que les filtres sont remplacés, que tout est en bon ordre de fonctionnement. Alors, euh, on est en automne, il commence à faire froid et toutes les valves qui ont été laissées ouvertes pendant le printemps et pendant l'été, il faut s'assurer parce qu'elles ont accès à l'extérieur, il faut les fermer. Sinon, il y a en fait un risque général de gel de la plomberie, des tuyaux, la bavette de tuyaux qui est hors de la maison, par exemple. Euh, donc, il faut s'assurer que l'eau est fermée et que toutes l'eau qui reste dans le système est bel et bien vidée avant d'être prêt pour l'hiver. Dans cet exemple, on voit un hose bib, une bavette, pardon, de tuyaux. Et dans ce cas-là, on voit la poignée qui est fermée. On tourne la valve elle-même, on la ferme, contrairement à ce qu'on voit ici, parce que là, dans ce cas-là, ça pourrait geler. Donc, si c'est ça que vous remplacez, euh, peut-être les bavettes de tuyaux aussi, il faut y penser. Euh, il faudrait de toute façon qu'il y ait une fermeture complète et s'assurer là, que tout est fermé, tout ce qui va vers l'extérieur. Si vous vous trouvez dans une unité qui, euh, qui utilise des combustibles solides pour, par exemple, un feu de bois ou du feu de bois en grande quantité, s'il y a de tout cela près de la maison elle-même, alors on verrait une accumulation, comme on voit dans la diapo. Ça peut causer des dommages aux murs, de l'humidité, permettre qu'il y ait des insectes qui accèdent
à la maison elle-même. Et en fait, on est dans un terrain ici, un environnement où il y a un risque de combustible important. Quand on stocke des éléments, hein, en fait, comme on voit là, du bois ou autre chose. Donc, tous ces éléments-là doivent être à une distance prudente de la maison et vous prenez ce dont vous avez besoin, vous l'amenez à l'intérieur. Alors, le calfeutrage extérieur, ça pourrait être, par exemple, un échappement pour le chauffage de l'eau ou une fournaise. Alors là, c'est de c'est un calfeutrage, pardon, donc pour l'extérieur qu'il faut. Il faut que ce soit le bon matériel. Euh, tout calfeutrage qui est trop ancien ou qui n'est pas adéquat, il faut l'enlever, pas installer dessus le nouveau calfeutrage. Si on est dans un scénario de nouvelle construction, par exemple, c'est très commun euh, qu'on essaye de tout terminer avant l'hiver, toutes les réparations ou les changements. Mais il y a des choses qui doivent attendre au printemps, notamment le calfeutrage, l'installation du calfeutrage. Donc, il faut que ce soit installé à une température au-dessus du gel et pas trop de pluie ou d'orage. Parce qu'à ce moment-là, le calfeutrage ne va pas bien s'installer et là, et bien sécher. Et voilà, l'hiver est là. C'est là où nous sommes actuellement. Donc, on est en hiver, il faut penser au chauffage, aux unités, filtres du système, ventilation. Il faut que les filtres soient remplacés, que la fournaise est propre et que le système, l'ensemble, là, peut fonctionner comme il faut. Peut-être garder des filtres à fournaise pour qu'on puisse les remplacer selon la nécessité. Et on a déjà eu une séance là-dessus sur la maintenance donc de ces entités les fournaises et tout ça en hiver. Donc c'est sur YouTube, vous allez les trouver ces ressources-là facilement. En général, c'est le moment de l'année où donc dans la maison l'air est sec, froid, c'est un problème. Alors, il est important même de surveiller si c'est trop sec. Vous allez voir que la peau est sèche, qu'on saigne un peu par le nez, l'électricité statique, si vous avez des tapis, par exemple. Alors, on recommande que ce soit entre 30% et 55% d'humidité relative à l'intérieur. Alors, un petit appareil pour surveiller la température. En général, si vous avez un HRV, ça peut contrôler le système. Mais en fait, si c'est trop sec, euh, ça ne servira pas à grand-chose si c'est trop sec. Donc, en cas de sécheresse poussée, il faut considérer peut-être un humidificateur pour introduire un peu d'humidité à l'intérieur, mais il ne faut pas aller au-delà de ce 55% d'humidité relative.
Sinon, vous allez avoir de la condensation sur les fenêtres, les tuyaux même, peut-être des problèmes respiratoires et de la moisissure. Alors maintenant qu'il fait froid à l'extérieur, on peut aller de nouveau donc à l'intérieur dans euh, la cuisine, la salle de bain, tous ces endroits dans une maison qui ont beaucoup d'humidité. Mettons autour d'une baignoire, c'est là que vous allez constater que le calfeutrage est nécessaire. C'est le même principe. Tout calfeutrage qui existe déjà n'est peut-être pas fonctionnel. Il faut l'enlever, le remplacer. S'il y a des fuites ou une fuite, ça ne va pas fonctionner si vous installez le calfeutrage dessus. Ça ne va rien solutionner. Ça ne va même pas bien se sécher. Donc, il faut s'assurer que là, on utilise du calfeutrage. C'est conçu pour une bonne application. Dans ce cas-là, les cuisines, les salles de bain, à l'intérieur, bien sûr, toujours, et pour les zones à haute humidité. Alors, ce calfeutrage ne va pas de la même façon n'importe où. S'il y a des évents externes pour les appareils de combustion, par exemple les chaufferettes le chauffage de l'eau à gaz, chauffage à gaz de l'eau, pardon, euh, il faut s'assurer que les évents sont au-dessus du niveau de l'accumulation de la neige, parce que si ça s'accumule, la neige, ça va bloquer les évents et les appareils ne vont pas fonctionner comme il se doit. Et dans le pire des cas, ben, c'est le risque d'introduire du monoxyde de carbone à l'intérieur. Ça, c'est définitivement pas quelque chose qu'on veut. Donc, il faut assurer que ce soit dégagé sans odeur au-dessus du niveau d'accumulation de la neige. En fait, normalement, il y a moyen de, de faire que ça arrive. En fait, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours pratique. Donc, on doit s'assurer que tout est dégagé, les évents sont dégagés, parce que s'il neige plus que la normale, ben, le risque augmente aussi. Alors, on retourne aux diapositives. On a parlé de l'importance donc des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone. Alors, les appareils de chauffage d'appoint, si on veut, je comprends qu'il y a des cas où on en a vraiment besoin. Si c'est le cas, il faut qu'il soit branché directement dans une prise électrique sans cordon ou câble d'extension. Il faut assurer qu'il y a un espace d'au moins 1 mètre entre l'appareil de chauffage et tout ce qui peut être matière combustible. Il ne faut les utiliser que comme solution temporaire avec une fournaise, avec un autre type de chauffage. Mais ça, c'est temporaire, je le répète, jusqu'à ce que le chauffage permanent soit rétabli. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Un grand merci
À vous tous et à vous toutes d'avoir participé. Merci donc au Canada Mortgage and Housing Corporation. On va avoir une autre session au mois de mars. Alors, gardez euh, l'œil sur notre site web. C'est là qu'on met toutes les informations euh, et l'enregistrement va être disponible sur notre canal YouTube. C'est facile à accéder et il y a les diapositives elles-mêmes que vous allez recevoir. Un grand merci. Bonne journée tout le monde.